Bonjour, bonjour à tous. Merci de vous connecter, d'être avec nous en direct pour ce live chat de l'apprentissage. Alors, le temps que tout le monde se connecte, on va rappeler ce qu'est l'apprentissage. C'est un mode de formation par alternance qui allie à la fois la théorie et la pratique. Et surtout, ce que vous savez peut-être moins, c'est que c'est un mode de formation qui remporte un succès de plus en plus franc. En effet, j'ai quelques chiffres. Écoutez ça. En 2020, l'apprentissage a connu une hausse historique de près de 40%, et ce, malgré la crise sanitaire et la crise économique. Il faut remettre tout ça dans son contexte, ce qui veut dire qu'on a signé près de 500 000 contrats l'année dernière en France. La preuve donc que les idées poussiéreuses sur l'apprentissage sont en train de changer et surtout que les clichés sont en train de tomber, et tant mieux. Alors, eh bien, pour tout savoir sur l'apprentissage, aujourd'hui, je vous propose de chatter, d'échanger sur le sujet, de poser toutes vos questions aux personnes que je vais vous présenter dans quelques instants. Et vous pouvez dès maintenant commencer à poser vos questions sur le chat dans la rubrique Q&A. N'hésitez pas, on les attend nombreuses et on répondra à toutes les questions. Alors, qui va répondre à toutes les questions? Ça n'est pas moi, c'est celui qui a voulu ce rendez-vous, qui l'a souhaité et qui n'éludera aucune de vos questions, comme je vous le disais. Ce monsieur, vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est le recteur de l'Académie de Toulouse et je le remercie beaucoup d'être à nos côtés. Il est en live avec nous, c'est monsieur Mostafa Fourard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Je vais revenir avec vous dans quelques instants, le temps de faire les présentations, puisque vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné. On va commencer par les dames. Vous êtes accompagnée par Stéphanie Jansou. Bonjour Stéphanie, vous êtes directrice du CFA académique. Merci également d'être avec nous. À vos côtés, Stéphanie, il y a Régis Bégor, qui est chef d'établissement et qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Et à côté de moi, cette fois, eh bien, nous avons Nicolas Madiot, qui est lui directeur de région académique aux formations professionnelles initiales et continues. L'ai-je bien dit? Oui. C'est tout à fait ça. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, le principe de ce live chat, c'est que vous puissiez, je vous le disais, nous poser toutes vos questions sur l'apprentissage en live, questions auxquelles le recteur va répondre évidemment. Mais je rappelle que vous aviez également la possibilité de poser un certain nombre de questions en amont. On a donc stocké certaines de vos questions et on y répondra également pour ceux qui ont fait l'effort de se connecter et, en amont et qui sont peut-être un peu plus timides, qui n'osaient pas intervenir ce soir en live. Nous allons donc passer 1h30 ensemble pour cela. Monsieur le recteur, avant de rentrer dans le vif du sujet et de dialoguer avec tous ceux qui sont en train de se connecter, j'ai une question. Vous avez souhaité ce live, c'était une volonté de votre part. Pourquoi ? Mais écoutez, parce que cette thématique de l'apprentissage, on entend beaucoup de discours d'ailleurs autour de l'apprentissage. Il y a un encouragement de la part du gouvernement depuis un certain nombre d'années maintenant, et on voit bien qu'elle n'arrive pas à décoller. Elle n'arrive pas à décoller parce que d'abord l'information, je pense qu'elle ne circule pas très bien auprès de nos jeunes, et donc nous faisons le pari avec mon équipe qu'à travers cette première, parce que c'est une première au niveau national, à ma connaissance, aucune autre académie n'a pris l'initiative de cette démarche en lien avec la région. Je dois dire que c'est dans le cadre d'un appel à projet financé par la région que nous avons la chance aujourd'hui, la région Occitanie, de faire cet événement, et j'espère que ça nous donnera l'occasion de répondre aux questions à la fois de nos jeunes mais aussi de leurs parents, parce que nous savons qu'ils sont également éléments déterminants dans l'orientation de leurs enfants. Vous faites bien de le dire, puisque parents et enfants peuvent poser leurs questions, évidemment. Ce n'est pas exclusivement réservé aux enfants qui s'interrogent. Les parents peuvent également nous poser des questions. On y répondra. Alors, vous êtes prêts? Moi, je vous propose qu'on démarre, parce qu'il paraît qu'on en a déjà des questions, donc on ne va pas perdre de temps. Peut-être que pour illustrer ce que vous venez de dire, eh bien, je vous propose de découvrir, pour commencer, quelques images. Il s'agit de témoignages d'apprentis, justement. D'apprentis dans le secteur sportif, un secteur particulier dont on va parler dans quelques instants. On découvre ces images, et puis on en parle juste après. Regardez. Parle-nous de toi, quel est ton parcours? Alors, je m'appelle Pauline Caïrou, j'ai 21 ans. J'ai commencé très tôt le basket. J'ai attaqué un peu le haut niveau en 4e. J'ai fait Minime France au TMB. Ensuite, j'ai été recrutée à Carmont sur l'interrégional. Et puis ensuite, j'ai intégré un tout petit peu le groupe National 3 à l'âge de 16 ans. Ensuite, niveau scolaire, j'ai passé un bac S. Que j'ai eu au bout de la deuxième fois. Ensuite, j'ai été prise en L1 STAPS, donc j'ai fait une année de STAPS que j'ai obtenue. Et ensuite, on m'a parlé de la mention complémentaire que j'ai intégrée. Et je suis la seule fille de la classe
pour 13 élèves. Avais-tu pensé à l'apprentissage avant? Pas du tout. J'avais commencé mon année STAPS, donc j'allais faire Bac+5 pour être entraîneur sportif. Donc voilà. Qu'est-ce qu'être apprenti pour toi et que t'apporte l'apprentissage? Mais déjà, on est rémunéré, donc ça fait vraiment du bien, surtout en ce moment avec la crise sanitaire. C'est très compliqué de trouver un travail pour les étudiants. Ensuite, on a directement les pieds dans le métier, donc on comprend, etc. On a des cours théoriques qu'on applique directement dans les entreprises et dans nos structures. Donc je trouve que c'est quand même un bon plus. Qu'apporte l'apprentissage selon toi à une sportive? Voilà, les pieds dans le métier directement, le contact avec la personne, comment s'exprimer. Je trouve quand même ça, on l'a pas dans toutes les études. Et comme on attaque directement dans les entreprises, je trouve que quand même on a directement un contact humain. Donc je trouve ça sympa. Donc, monsieur le recteur, si je comprends bien, même dans le sport, on arrive à faire de l'apprentissage. Ça, moi, je ne le savais pas. Et oui, même dans le sport. Mais en fait, c'est pratiquement toutes les filières où on peut développer l'apprentissage et à tous les niveaux. C'est ça qui est important aussi à préciser, c'est qu'on a la possibilité de se former par alternance, par apprentissage à tous les métiers et à tous les niveaux. Et ça va du CAP jusqu'au supérieur Bac+5. J'ai eu l'expérience moi-même de mettre en place une formation en apprentissage dans une école d'ingénieurs dans le domaine de l'énergie. Donc c'est une voie à laquelle je crois profondément et ce qui m'a renforcé cette année dans ce choix-là et dans cette croyance, c'est que j'ai mon propre fils qui aujourd'hui, cette année, est en alternance dans une entreprise et je peux vous dire que dans le contexte du Covid, je suis heureux et il l'est d'abord lui d'être en entreprise parce que son école, malheureusement, les enseignements se font à distance et donc le fait qu'il soit en présentiel, en alternance, lui permet d'avoir l'occasion de rencontrer des gens, de travailler en équipe et de développer la sociabilité. Un lien social, exactement, ça change effectivement tout. On va passer la parole à monsieur Bégor, Régis Bégor, qui est chef d'établissement, pour nous parler peut-être de cette formation dont la jeune fille vient de nous parler. C'est nouveau ça, je crois. Oui, c'est nouveau depuis septembre, puisque la formation a ouvert sous statut scolaire et sous statut d'apprentissage au mois de septembre. Effectivement, alors je peux vous parler de cette ouverture et de Pauline que je connais très bien et c'est un exemple très intéressant, Pauline. Donc effectivement, nous avons répondu à une demande du rectorat pour implanter cette formation sur les territoires puisqu'il n'y a pas que Toulouse non plus. On est à Carmaux et on a pu répondre très rapidement à des demandes d'entreprises et de structures. Alors pour nous, c'est plutôt des structures que des entreprises pour cette formation-là qui s'appelle une mention complémentaire animation et gestion de projets en secteur sportif. Voilà pour le terme exact. Oui. Donc notre public, c'était avant tout des élèves qui sortaient de Bac Pro, mais pas seulement, comme vous le voyez avec Pauline, puisque nous avons aussi pu nous adresser à des élèves qui étaient soit sans affectation, soit qui n'avaient pas obtenu les affectations qu'ils désiraient. Dans le cas de Pauline, c'est un petit peu particulier. Pauline s'est présentée un matin au lycée parce qu'elle avait entendu parler de l'ouverture de cette formation. Donc elle était arrivée pour suivre cette formation sous statut scolaire. Et le lycée de Carmaux accueille aussi une section sportive basketball. Et Pauline était une ancienne élève de cette section. Et donc, quand elle s'est présentée, elle est allée assister au cours de la matinée avec ses camarades. Et dans la matinée, j'ai appelé le directeur technique du comité du départemental du Tarn de basketball, avec qui on travaille pour la section. Et je lui ai parlé de Pauline. Et il m'a tout de suite dit qu'il la prenait tout de suite en apprentissage. Donc je suis allé l'instant d'après voir Pauline en classe en lui proposant tout de suite un contrat d'apprentissage avec un employeur. Et M. Malfette a pris deux de nos élèves. Et donc, ils ont commencé quelques jours en scolaire et ils ont basculé assez rapidement sous statut d'apprentissage. Super témoignage et qui recoupe ce que vient de dire monsieur le recteur. Effectivement, on peut être apprenti dans tous les secteurs et quel que soit le parcours, j'ai envie de dire, mais on va y revenir évidemment. On va détailler tout ça tout au long de cette émission. On va passer la parole à Stéphanie Jansou parce qu'effectivement, on le disait, dans tous les secteurs, où est-ce qu'on peut retrouver la liste des apprentissages possibles ? Alors, sur plusieurs sites. Oui. Notamment celui qui apparaît à l'écran normalement, donc oui, que vous voyez. On le voit. Parfait. Donc le site Apprentissage en Occitanie, Apprentissage en région qui apparaît. Le site du portail de l'alternance.
Donc l'adresse apparaît également. Et puis une autre plateforme bien connue maintenant, parce qu'elle a été assez largement communiquée, qui est la plateforme Un jeune, une solution. Oui. Voilà, sur laquelle se trouvent aussi des offres de contrats. Voilà, donc vous verrez ici, en tout cas, la palette d'offres de formation. Parfait, c'est super bien fait. Donc j'espère que vous avez tous pris un stylo et noté ce qui est apparu à l'écran, puisque vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur l'apprentissage sur les différents sites qu'on vient de vous donner. Alors, monsieur le recteur, je vous propose de prendre les premières questions qui vous ont été adressées en amont de ce rendez-vous via le lien « Tu peux poser ta question en avance », puisque ça existe. Et la première question, vous allez voir, c'est Lénie qui vous la pose. Lénie qui nous dit « Bonjour ». On va la voir sur l'écran. « Je n'aurai pas 15 ans en septembre pour le début de la formation. Est-ce que cela pose un problème ?» Voilà la première question de Lénie. Et on en a une deuxième, même acabit, donc je vous propose de la poser également. Quel âge jusqu'à quel âge on peut suivre une formation en apprentissage, nous demande Karl. Voilà pour la question de Lénie. Et la question de Karl, monsieur le recteur, je vous laisse leur répondre. Alors, pour la question d'âge minimum, c'est à partir de 15 ans pour les collégiens qui auraient fini leur formation au niveau du collège. Et récemment, l'âge a été repoussé entre 16 et 29 ans. Et cette condition n'est pas valable pour les élèves porteurs de handicap. Eux, ils n'ont pas de limite d'âge pour pouvoir poursuivre la formation en apprentissage. Très bien, alors j'espère que Lénie et Karl sont contents de votre réponse. On enchaîne avec une autre question, c'est celle de Bastien. Bastien, justement, il demande si un élève qui a une AESH en 3e, est-ce qu'il peut avoir une AESH lors de ses semaines de cours au CFA ? C'est vrai que c'est une question très importante. Effectivement, les enfants porteurs d'handicap ne doivent pas se sentir exclus de l'apprentissage. Il y a un effort particulier vis-à-vis des élèves porteurs d'handicap en milieu scolaire ordinaire, et donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas également au niveau de l'apprentissage. D'ailleurs, le CFA académique mobilise des moyens d'accompagnement, et donc chaque cas peut être étudié de manière particulière, mais un accompagnement est assuré par des personnels AESH, effectivement, donc pas de crainte de ce côté-là. Donc le handicap n'est pas un frein, c'est important de le dire et de le répéter. Je redis ce que vous venez de dire. Au contraire, n'hésitez pas à vous inscrire dans ce type de formation. Alors, autre question, monsieur le recteur. Celle-ci, elle est en vidéo. Je vous laisse la découvrir. C'est Jean-Éric qui vous la pose. Regardez. Bonjour, monsieur le recteur. Je m'appelle Jean-Éric et je suis élève de 3e au collège Olivier de Magny à Cahors. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que si je commence ma seconde en apprentissage, je peux rejoindre du 100% scolaire? Et à l'inverse, si je commence en 100% scolaire, est-ce que je peux rejoindre de l'apprentissage? Merci, monsieur le recteur, pour votre réponse. Au revoir. Merci à Jean-Éric. Et donc, une réponse pour Jean-Éric? Jean-Éric semble vraiment être au point par rapport à ça. C'est une question très pointue et très précise. Et effectivement, toutes les formations ne le permettent pas, mais justement, le fait de suivre un apprentissage dans le cadre scolaire permet cette porosité, cette bijection. On peut faire l'un tout en et échanger sans changer ni de classe, ni de lycée, ni de formation. C'est uniquement le statut qui change, et cette possibilité est offerte à nos jeunes, mais je crois que notre directeur pourra compléter si vous le permettez. Bien sûr, allez-y pour compléter. Donc, si je résume, là encore, une vraie souplesse sur ce statut-là. Alors, effectivement, merci, monsieur le recteur. Les CFA ont des règles nouvelles. Et ils doivent davantage travailler sur l'adaptation du parcours de leurs élèves. Monsieur le recteur l'a évoqué, un jeune avec porteur de handicap peut intégrer l'apprentissage au-delà des 29 ans, tout comme d'ailleurs aussi les sportifs de haut niveau. Les CFA ont différentes obligations qu'on va dérouler, je l'espère, dans les différentes questions, donc on ne va pas tout dévoiler maintenant. Mais au-delà de l'accueil personnalisé de jeunes porteurs de handicap, on a effectivement aussi l'obligation de faire en sorte que le jeune réussisse son parcours. Et dans certains cas, le fait de revenir scolaire ou de devenir apprenti
de changer de formation et de garder le statut scolaire, d'apprenti, ce sont des éléments qui participent de la médiation, ce qu'on appelle. Et donc, oui, à la question qui nous a été présentée, la bascule qui est faite là, c'est une des obligations. En tout cas, c'est une des modalités que les CFA ont, et tout opérateur confondu, tout CFA, doit à la fois personnaliser l'accueil, mais aussi personnaliser le parcours pour que le jeune ne décroche pas de son parcours de formation. Et on a des exemples d'intégration de jeunes à cela, mais d'autres obligations de CFA seront identifiées et égrenées, je l'espère, au cours des questions. Ah, mais moi aussi, je veux tout savoir d'ici la fin de l'heure et demie. Alors, Régis Bégor, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question, Régis? Oui, je peux témoigner par exemple d'un élève en BTS qui a commencé son BTS sous statut d'apprenti au lycée de Carmaux. Et le contrat a été rompu par l'entreprise, ça ne se passait pas très bien dans l'entreprise. Il a pu effectivement basculer sous statut scolaire, le temps pour lui de retrouver un contrat pour la 2e année. Et donc il est repassé en scolaire, puis repassé sous statut d'apprenti pour terminer sa formation. C'est le premier exemple. Pour répondre à la question du jeune homme, par exemple au lycée de Carmaux, la première MELEC peut être faite sous statut d'apprenti. On a lié... Attendez. La première MELEC. Ouais. Pardon. Oui, parce que nous, on ne sait pas. Oui, vous savez pas. Je vous arrête. C'est quoi la MELEC? Le MELEC, c'est les métiers des environnements connectés. C'est de l'électrotechnique. Ok, pardon. C'est un niveau bac pro. Important. Ouais, pardon, très bien. Donc les jeunes peuvent commencer sous statut scolaire en seconde. Et en première, on a noué des partenariats. Je vous en parlais tout à l'heure avec le comité de basket. Pour cette filière-là, on travaille avec Enedis, qui a l'habitude de prendre 5-6 apprentis parmi nos élèves de seconde ou sur des publics qu'eux nous proposent également. Donc ça peut être aussi des jeunes qui nous rejoignent à partir de la première. Et c'est toujours une richesse dans nos classes puisqu'on a des profils très différents. Comme l'a dit monsieur le recteur, on peut avoir des apprentis qui changent de carrière, qui se reconvertissent. Et donc avec des profils, j'ai en tête un élève qui arrive avec un master en première ELEC, avec nos jeunes de 15 ans. Ça change complètement le profil d'une classe, les rapports à l'intérieur de la classe. Oui, parce qu'on évolue au fur et à mesure qu'on grandit ou qu'on avance dans notre vie et qu'effectivement, on a parfois besoin de revenir sur des décisions qu'on a prises plus tôt. Voilà. Cette souplesse, j'insiste parce qu'effectivement, elle n'existe pas partout. Et là, pour le coup, elle existe, on l'a bien compris. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions via le chat et la rubrique Q&A. Donc, on les attend et je crois d'ailleurs qu'on en a une première, monsieur le recteur. Je vais vous la donner, cette première question qui apparaît. Tout au long de l'année et pardon, c'est pas ça la question. Voilà. C'est en live, hein, donc on découvre ça. Je vous la lis, cette question. Quand est-ce que je peux commencer ma formation? Quand est-ce que je peux commencer ma formation, demande-t-on. C'est celle de... Oui. Ouais. On vient effectivement de le dire, mais on peut commencer sa formation en apprentissage quand on veut. C'est bien de le redire, puisque visiblement la question revient. On a une entreprise qui est prête à nous prendre en apprentissage, on commence la formation. Évidemment, le rythme de l'année scolaire, c'est encore quelque chose qui marque beaucoup l'apprentissage, mais si l'entreprise est prête à prendre un jeune au mois de novembre, au mois de décembre, et que le CFA, le centre de formation, reconnaît en fait les compétences du jeune pour pouvoir suivre le parcours, donc il peut commencer sa formation. Mais au-delà de ça, c'est aussi un jeune peut commencer l'apprentissage dans les exemples qui ont été donnés, en première, en terminale. On n'est pas obligé de commencer à la première année l'apprentissage. Ça peut être en 2e année de BTS, ça peut être en première bac pro évoqué par le proviseur de Carmaux. Donc l'apprentissage, c'est un peu quand on veut et c'est réversible. C'est la souplesse dont on parlait. C'est ce que nous avons effectivement apporté comme élément de réponse tout à l'heure. C'est cette réversibilité qui permet de pouvoir le démarrer à n'importe quel moment de l'année et surtout à n'importe quel moment de la cycle formation, du cycle de formation. C'est ça. Ok. Merci pour cette précision. Elle était importante puisque la question revenait. Alors je vous propose maintenant bien de nous connecter avec une entreprise et plutôt un chef d'entreprise qui nous suit, qui est en live normalement, je l'espère, qui est connecté. Ce monsieur, c'est Philippe Dubois. C'est le directeur de Neia, qui est une entreprise de signalétique. Bonjour, monsieur Dubois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec nous?
parce que ce monsieur, Oui, on je le vous entends. voit, super. Merci Vous m'entendez beaucoup. aussi? On vous entend également Bonjour à très tous. bien. Merci beaucoup d'être avec nous et de suivre ce live. Ça nous semblait intéressant d'avoir un chef d'entreprise qui emploie des apprentis pour témoigner. Et c'est votre cas, c'est bien ça? Oui, effectivement. Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité aussi parce que c'est important de témoigner et je suis fort intéressé à témoigner puisqu'en fait l'entreprise NEIA, on a un site sur Toulouse avec 36 collaborateurs et un site sur Montpellier avec 20 collaborateurs et on prend chaque année sur les deux sites 2 à 3 apprentis. Donc notre entreprise est dans l'activité de l'impression numérique grand format. D'accord. Dans le milieu industriel et dans le milieu graphique de la communication visuelle. Donc, en fait, les apprentis rentrent chez nous avec un plan de formation au sein de l'entreprise, parce que c'est un gagnant-gagnant entre l'entreprise et l'apprenti, puisqu'en fait, nous, ce qu'on attend d'un apprenti, c'est qu'il soit intéressé par le métier, la première chose, qu'il soit à l'écoute, qu'il ait soif d'apprendre. Oui. Il s'agit d'un échange aussi entre le tuteur et l'apprenti. Oui. Voilà les grands points. Comment vous les recrutez, ces apprentis? Alors, moi, je tiens à saluer le travail de Ghislaine Bernard, qui est au CFA de Jolimont, donc qui correspond à notre activité, puisque c'est un centre de formation sur la signalétique, enseigne et décor. D'accord. Donc, en fait, c'est par... En fait, c'est chaque année, on voit nos besoins. Il y a des apprentis, bien entendu, et cette année encore, notamment sur Montpellier, qu'on a pris comme salariés, malgré la crise, parce que c'est des gens qui ont un savoir-faire, qui connaissent l'entreprise aussi, parce que quand on rentre dans une entreprise et qu'on a 24 mois d'activité comme apprenti, c'est plus facile après de s'intégrer par rapport aux collègues, par rapport à l'environnement de travail, par rapport au matériel aussi. Parce que, bien évidemment, chaque machine a ses spécificités. Et donc, nous, on a les nôtres aussi. Voilà. Mais encore cette année, malgré le Covid, on a embauché sur Montpellier un apprenti. Et ça, lui, habite Toulouse et en fait, il a fait son apprentissage dans notre entreprise à Montpellier. En tout cas, c'est de bonnes nouvelles que vous nous donnez, parce que c'est vrai que dans cette période de crise, on peut éventuellement douter de ce genre de choses, mais votre témoignage apporte un peu de positivité ou de positive attitude à tout ça. Une dernière question, Monsieur Dubois. En tant qu'employeur, quel conseil vous donneriez aux apprentis, aux jeunes qui veulent devenir apprentis ? Encore une fois, au risque de me répéter, c'est la passion du métier. Oui. Alors bon, je sais que c'est difficile quand on a 15 ans de savoir qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais c'est d'abord de bien se renseigner. Je crois que c'est d'abord ça. De renseigner, d'avoir soif d'apprendre. Ça, c'est important. Parce que, encore une fois, c'est un parcours gagnant-gagnant, mais il faut que l'apprenti, mais c'est rarement le cas, hein, n'arrive pas à un terrain conquis, etc., qu'il ait vraiment soif d'apprendre. Avec une certaine humilité tout de même. Ouais, voilà. Ça marche. Et puis bien sûr de la rigueur, hein, arriver à l'heure. Évidemment. Évidemment, mais on le rappelle, vous avez raison. Il faut quand même être respectueux de tout cela. Merci en tout cas d'avoir témoigné ce soir et d'être en live avec nous. Et puis, merci aussi pour ce que vous faites pour ces jeunes et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors justement, Monsieur le Recteur, quand vous entendez ce témoignage, est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a beaucoup de demandes d'entreprise pour avoir des apprentis? Comment ça se passe avec vous? Quand j'entends ce monsieur, je me dis, bon, lui, il en attente, il en demande, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme lui? Alors, on a une demande, malheureusement, qui ne répond pas forcément à l'offre. On a une demande du côté de certains territoires. Vous savez que l'Académie de Toulouse, elle est quand même assez vaste. Il y a une dualité entre l'agglomération toulousaine et les départements ruraux. Et justement, des entreprises se trouvent dans des territoires isolés qui ont besoin d'apprentis, mais on n'a pas en face les élèves. Et inversement, on a des élèves qui seraient intéressés par l'apprentissage, mais qui n'ont
pas d'entreprise. Donc le problème de l'éloignement. Nous cherchons à régler ce sujet, parce que je rappelle quand même, on a quand même dans notre académie, tout CFA confondu, 20 000 apprentis, malgré la crise économique à la rentrée. C'est quand même énorme, ça, on peut quand même insister. C'est énorme. Pour l'anecdote, quand le président de la République est venu dans le Gers, il m'avait posé cette question, et quand je lui ai répondu 20 000, il s'est retourné vers moi pour me dire, vous êtes sûr? Et j'ai fait vérifier les chiffres par la suite, et je peux vous assurer qu'on est aux alentours de 20 000, pour dire simplement qu'il y a une demande de la part des entreprises. Nous essayons de régler cette adéquation entre l'offre et la demande par le biais du logement et moyens de déplacement. Donc je vous l'annonce ce soir, l'Académie de Toulouse va être peut-être pionnière pour offrir à certains apprentis qui seraient prêts à se déplacer géographiquement un contrat, une fois que le contrat est signé, un hébergement et un permis. Donc l'Académie pourra accompagner le jeune à obtenir son permis. C'est quand même gagnant-gagnant. Et on va s'appuyer également sur les internats d'excellence que nous sommes en train de développer pour réserver un certain nombre de places pour pouvoir les accueillir. De très bonnes nouvelles, effectivement. Nicolas, Madio, vous vouliez rajouter quelque chose? On vous écoute. Oui, effectivement. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a beaucoup de formations possibles, beaucoup d'emplois possibles. Et pour pouvoir s'y retrouver, le professionnel qui était là me disait bien qu'à 15 ans, c'est peut-être difficile. Mais encore une fois, on a déjà précisé qu'on pouvait intégrer l'apprentissage à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, et qu'on n'était pas obligé de faire une formation depuis le début en apprentissage, et qu'on pouvait basculer en fonction de son parcours. Et c'est pour ça qu'on ne peut qu'encourager à la fois les jeunes et les parents de consulter les deux sites qu'on vous a exposés, puisque ils recensent l'ensemble de l'offre, ce qui permet de savoir où existe la formation, puisque là, sur la sérigraphie qui était évoquée, eh bien, cette formation, on ne peut pas la deviner, donc elle existe, et il faut pouvoir consulter les sites. Et puis, beaucoup d'établissements vont organiser des rencontres de type job dating, de type rencontre professionnelle jeune. Donc, il ne faut pas hésiter à questionner, consulter les établissements où il y a la formation, parce qu'ils vont aussi organiser ces événements-là. Le professionnel l'a dit, on a proposé des jeunes intéressés, et il a pu recruter de cette manière-là. Donc, vous n'êtes pas tout seul, en tout cas sur les outils, il existe ça, puis on aura d'autres moyens d'accompagnement qui seront évoqués. Je relance encore la question des obligations qu'ont les centres de formation. Mais voilà, combiner à la fois l'offre qui est visible, et puis sur ces sites-là, et puis l'établissement, le centre de formation organise des événements à cette affaire. Régis Bégor, vous voulez rajouter quelque chose? Stéphanie aussi peut-être, on va vous passer la parole. Il y a un petit complément, ce que dit M. Madio, tout à fait juste. Dans les établissements, nous recevons de plus en plus de demandes d'entreprises qui cherchent soit des salariés, soit des apprentis. Aujourd'hui, ils sont sur le même plan. Et ça fait 5 ans que je dirige le lycée de Carmaux, et c'est une nouveauté. Pour vous donner une idée, vous essayez de savoir combien il y a d'entreprises, il y en a de nombreuses. Nous, tous les 15 jours à peu près, on a 1 à 2 offres ou des entreprises qui se manifestent et qui cherchent des apprentis ou des salariés. Donc si je comprends bien, il y a de plus en plus d'entreprises, c'est ça qu'il faut retenir, qui se manifestent, de plus en plus d'entreprises qui ont conscience des bienfaits de l'apprentissage, pour elles et pour le jeune. C'est vrai que sur le conseil qu'on peut donner aux jeunes, quand ils ont repéré un secteur qui les intéresse, de ne pas hésiter à contacter les établissements directement, parce que nous avons des offres au sein de l'établissement. Oui, il y a un accompagnement, Stéphanie. Tout à fait, il y a un accompagnement qui est fait donc, pour le CFA académique par les coordonnateurs de l'apprentissage, mais évidemment par les établissements auxquels sont rattachés les coordonnateurs. Donc il est essentiel pour les jeunes qui se questionnent d'appeler, de se déplacer, de poser des questions, de manière à ce qu'ils puissent avoir l'ensemble des réponses par rapport à l'apprentissage. Est-ce que c'est la modalité qu'ils souhaitent tout de suite ou demain? Voilà, donc ils peuvent se poser ces questions-là, ils peuvent démarrer une formation, même
même si ce n'est pas avec un contrat tout de suite, et puis ensuite enclencher sur une formation en apprentissage. Ce que je retiens, c'est que si vous appelez ces établissements, vous aurez des réponses, on vous accompagnera, vous ne serez pas tout seul face à peut-être ce qui vous semblera très complexe, on vous l'expliquera. Donc n'hésitez pas, si vous avez trouvé votre voie déjà, à rentrer en contact avec les établissements que vous retrouverez notamment sur ces sites qu'on vous a donnés. On a une question vidéo, une nouvelle question vidéo. Je vous propose qu'on la découvre et puis on en parle tout de suite après. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Taïna, je suis en terminale STMG à Hausen. Je voulais savoir si le BTS en alternance avait la même valeur que le BTS en scolaire. Très bonne question là encore de Taïna. Monsieur le recteur. La réponse est affirmative. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, aucune différence. D'ailleurs, le diplôme ne mentionne pas la voie par apprentissage ou pas. En revanche, il y a une plus-value d'ailleurs. C'est pour ça le succès auprès des chefs d'entreprise, c'est parce que eux, ils font la différence, mais en faveur des apprentis, parce qu'en fait, ils développent une certaine maturité que les scolaires ne développent pas autant. Je ne vais pas taper sur les scolaires non plus, mais c'est vrai que c'est une plus-value tout à l'heure le chef d'entreprise parlait du respect des horaires. Bon, les horaires sont contraignants par rapport aux horaires scolaires, il y a toute une adaptation et donc le diplôme est le même. Et il y a une confrontation à la vraie vie finalement quand on est en apprentissage. C'est ça aussi que disait le chef d'entreprise tout à l'heure. Tout à fait, de toute façon ça donne pour certains élèves du sens à leur apprentissage. Exactement. C'est la question qu'ils peuvent se poser quand ils ne sont pas dans la théorie, quand ils ne savent pas à quoi peuvent servir les outils qu'ils apprennent à l'école. Quand ils vont dans une entreprise, ils comprennent bien le sens de l'apprentissage qu'ils ont à l'école. Donc c'est aussi simple que cela. C'est assez bien résumé d'ailleurs. L'apprentissage, c'est donner du sens à une formation finalement. Vous vouliez rajouter quelque chose, Nicolas? Oui, Monsieur le recteur l'a dit, c'est de l'autonomie, c'est une nouvelle expérience. Les apprentis font 35 heures semaine. Et ils ont 35 heures de cours par semaine lorsqu'ils sont là. Alors, ils ont des cours et dans les 35 heures, il y a de l'accompagnement, ce qui permet justement de renforcer quelques savoirs ou quelques gestes professionnels. Mais ils sont salariés et ils sont rémunérés tous les mois parce qu'ils sont aussi présents dans le centre de formation. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont présents dans l'entreprise. Ils sont rémunérés aussi parce qu'ils ont cette assiduité à l'école et ponctualité et investissement dans l'entreprise. Donc, l'idée n'est pas de dire ça y est, vous êtes totalement salarié, vous êtes un collaborateur qui a des responsabilités, qui est impliqué dans une équipe et qui va vivre quelque chose de différent. Et c'est contractuel, donc il y a un contrat qui est fait pour une base de 35 heures de son temps par semaine, soit en formation, soit en entreprise. Dans les deux cas, c'est de la formation. Quand on est en entreprise, on apprend des gestes, on apprend à travailler en collectif, on apprend à travailler des nouvelles techniques, des machines différentes peut-être, comme l'a exprimé le professionnel précédemment. Donc ce sont 35 heures qui font l'objet d'une rémunération, qu'on soit en entreprise, qu'on soit au CFA. Régis Bégor. Oui, pour répondre à Taïna sur la valeur du diplôme, je voudrais rajouter également qu'il faut tordre le cou à une idée reçue. Et il y en a beaucoup dans l'apprentissage, donc allez-y. Sur le fait que l'apprentissage, c'est pas pour les bons élèves. Les bons élèves, ils sont faits pour rester à l'école. C'est vraiment aussi l'inverse. Voilà, on a d'excellents élèves aussi qui se tournent vers l'apprentissage et qui réussissent évidemment aussi bien. Oui, parce que comme disait Monsieur le recteur, ils cherchent du sens et ils veulent donner du sens à leur formation. Sans doute ça joue, j'imagine. Alors on a une autre question. Celle-ci va s'afficher sur notre écran. Elle nous vient d'Eva, qui l'a posée il y a quelques jours sur la plateforme. Doit-on chercher en premier, très bonne question, le patron, l'entreprise ou bien l'école? Dans quel ordre on fait ça, Monsieur le recteur? Les deux, mon général. Non, parce qu'en fait, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Les deux démarches peuvent être entamées. D'abord, comme l'a rappelé M. Madiot tout à l'heure, il y a un accompagnement de l'élève par son établissement, chef d'établissement, le référent apprentissage. Mais le fait même de chercher un stage en alternance, une formation en alternance, ça dénote quand même la démarche d'entreprendre chez l'élève. Elle est très appréciée aussi par les chefs d'entreprise quand ils voient qu'un jeune qui veut vraiment décrocher un apprentissage, ça les incite à prendre le candidat en question. Et il n'y a pas de problème, comme on l'avait indiqué tout à l'heure. L'élève peut même démarrer sa scolarité dans certains cas et le contrat d'apprentissage peut venir après. Donc il y a de la souplesse, et il y a un encouragement pour amener les deux de front.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Regardez, le contrat d'apprentissage, on a un très beau picto qui explique et qui illustre parfaitement ce que vous venez de nous dire, monsieur le recteur. Oui, allez-y, Nicolas Maudieu. Je préciserai quand même quelque chose qui est important, c'est l'entreprise qui a choisi un salarié, un apprenti, l'apprenti peut choisir son école. Il n'y a pas d'imposition du trinôme qui est mis en place. Et bon, quand bien même, il est important, et si on est accompagné par le CFA, d'être dans une logique de CFA entreprise et apprenti. Mais si on a un contrat d'apprentissage, on devrait pouvoir trouver facilement la formation. La formation peut aider à trouver un contrat d'apprentissage. C'est pour ça qu'il faut mener les deux en même temps. Les deux de front. Mais on doit pouvoir accéder avec un contrat à la formation qu'on le souhaite si on a le contrat de travail qui est le sésame pour rentrer. Régis Bégor. Nos élèves scolaires des lycées professionnels font des périodes de formation en milieu professionnel, ce qu'on appelle des PFMP. Très bien, bravo. J'ai retenu la leçon. Je vois. C'est parfois l'occasion pour eux de trouver des contrats d'apprentissage. Voilà, d'accord. Par exemple, là, sur la fin d'année, nos seconds de bac pro vont partir en entreprise en stage et certains vont revenir avec des contrats d'apprentissage. Très bien. On va prendre une autre question, également en vidéo. Cette fois, c'est Kevin qui vous l'a posée également il y a quelques jours. On la regarde et à mon avis, elle va intéresser beaucoup des jeunes qui sont en train de nous écouter. Alors, Kevin, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est peut-être moi qui dois la poser celle-là. Oui, c'est moi qui dois la poser. Quel est le salaire d'un apprenti? Quand je vous disais que celle-là, elle allait intéresser beaucoup des jeunes qui nous regardent. Là, voilà cette question à l'écran. C'est Kevin qui vous la pose, monsieur le recteur. Et c'est une question pragmatique. Il faut aussi savoir tout travail, parce qu'on parlait de contrat de travail, bien évidemment, mérite salaire. Alors, ça dépend en fait du diplôme préparé, ça dépend du niveau donc de formation, ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Il faut savoir que dans certains cas, par exemple, si pour illustrer une école de commerce qui est payante, l'entreprise peut prendre en charge les frais de scolarité qui ne sont pas toujours donnés. Donc avoir une rémunération pour l'alternance, mais une prise en charge également de la formation par l'entreprise. Mais je pense que Madame la directrice du CFA pourrait peut-être apporter plus de précision. D'autant que, regardez, on a, je pense que tout le monde le voit, un tableau de la rémunération des apprentis qui est apparu à l'écran et qui nécessite effectivement peut-être quelques explications et éclairages. Stéphanie, on vous écoute. Alors c'est un tableau assez complet, mais qui est une base qui permet aux jeunes de se situer en fonction de son âge, en fonction de l'année de formation dans laquelle il souhaite intégrer, avoir son contrat d'apprentissage. Et puis, donc, vous voyez que, par exemple, avant 18 ans, s'il a 17 ans, il peut démarrer sa première année avec 27% du SMIC en brut. Et puis, dès 18 ans, vous voyez, sur la deuxième année, s'il poursuit son contrat, eh bien, il sera à 51% du SMIC. Donc, ça lui fera à peu près 792 € brut mensuel. Autre élément important, on l'a signalé tout à l'heure, donc les différents sites. Sur le site, j'espère qu'il a bien été noté, du portail de l'alternance, il y a un très bon simulateur qui simule précisément, en fait, en fonction des différents indicateurs qui sont demandés, la rémunération mensuelle du futur apprenti. Alors, c'est encore mieux. Vous pourrez simuler directement pour voir effectivement ce à quoi vous aurez droit en travaillant en alternance. Monsieur Bégor, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous écoute. Oui, je voudrais insister sur ce qu'a dit monsieur le recteur, qui est très important. Je m'adresse plus là aux étudiants, peut-être aux futurs étudiants. Quand on va sur Parcoursup et qu'on envisage des études parfois ambitieuses, sur certaines écoles de commerce par exemple, les frais de scolarité peuvent être très importants. Et l'apprentissage est aussi un vecteur d'égalité des chances. Je ne suis pas là pour parler de ma vie personnelle, mais ma nièce a pu faire une grande école de commerce à Paris qu'elle n'aurait pas pu s'offrir si elle n'avait pas fait l'apprentissage. D'accord. Donc c'est important, c'est une voie qu'il ne faut pas négliger, encore une fois. L'apprentissage ouvre beaucoup de portes. Donc c'est sûr, il y a le salaire, mais là je vous parle par exemple de frais de scolarité qui sont à 15 000 € par mois, par an. Pardon. Il y a des écoles où c'est effectivement très cher. Et du coup, on peut avoir des jeunes, je viens du lycée de Carmont, on peut avoir des jeunes qui s'auto-censurent face à ces frais de scolarité. J'imagine, ils peuvent faire peur. Qui peuvent faire peur. Et monsieur le recteur a raison d'insister là-dessus.
Eh bien, merci pour cette précision. Alors, on a une question de Mathilde, je crois, qui va apparaître à l'écran. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il faut que vous posiez vos questions sur le chat. On va les prendre, ne vous inquiétez pas. On a des temps de prévus pour répondre à vos questions de chat, donc n'hésitez pas. En attendant, on va répondre à la question de Mathilde. Mathilde qui nous demande combien de temps dure une formation en apprentissage, monsieur le recteur? Mais là encore, je répondrai, ça dépend de la formation. Tout est possible en grosso modo, c'est entre 6 mois et 3 ans. Par exemple, un CAP peut être préparé en 2 ans, un bac pro en 1 an, 2 ans, 3 ans. On parle d'école de commerce, par exemple. Il faut savoir que la 3e année, en général, d'une école de commerce peut se faire en alternance. Donc, tout est possible. Précision? Non. Alors, on va prendre la question de Asma maintenant. Asma vous a demandé il y a quelques jours sur la plateforme, peut-on partir à l'étranger en tant qu'apprenti? C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui étudient à l'étranger et qui veulent faire des études à l'étranger. Est-ce que quand je suis apprenti, je peux partir à l'étranger? Absolument. La mobilité est encouragée dans cette formation par alternance, comme pour le reste, la mobilité nationale, mais aussi internationale. Il faut savoir qu'il existe aussi des aides dans le cadre de la mobilité, notamment dans le cadre d'Erasmus. On parle d'Erasmus, mais il y a aussi le programme Erasmus+, qui concerne aussi les voies professionnelles, l'apprentissage. En tout cas, ce n'est pas un frein, c'est même une plus-value de partir à l'étranger. Je sais que le contexte du Covid ne le permet pas aujourd'hui, mais ça va revenir. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler également au niveau de l'Académie pour développer un certain nombre de partenariats avec des entreprises françaises installées à l'étranger ou avec des partenaires. Je prendrai par exemple l'aéronautique. Nous avons l'ambition de développer ce type d'échange avec des entreprises en Allemagne, par exemple. Comme quoi, effectivement, on peut partir à l'étranger pour faire son apprentissage. Alors, on va rebondir sur la question d'Asma. Moi, je vous propose d'écouter le témoignage dans une vidéo d'un jeune, un coup de projecteur justement sur les apprentis qui sont partis à l'étranger. C'est un témoignage que l'on écoute, que l'on regarde et on en parle tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Mathieu Marty, je suis en BTS NDRC en apprentissage. J'ai participé à la mobilité 2020 à destination de Varsovie en Pologne. Pour répondre à la question à savoir ce que nous a apporté ce projet, j'irai l'adaptation en utilisant l'anglais dans un pays avec une culture de travail et une culture de vie différente de la nôtre en France. Bonjour, je m'appelle Ikram, je suis apprentie en BTS SAM et j'ai participé au projet de mobilité à destination de Varsovie en octobre 2020. La mobilité, c'est avant tout sortir de sa zone de confort sans forcément être livré à soi-même. C'est aussi une grande opportunité professionnelle avec la découverte de nouvelles façons de travailler et une opportunité personnelle avec la découverte d'une nouvelle culture. Bonjour, moi c'est Clara, je suis en BTS NDRC et j'ai participé à la mobilité 2020 à destination de Varsovie. On m'a demandé si j'étais satisfaite de l'organisation. Pour ma part, oui. Nous avons pu préparer en amont des exposés sur la ville de Varsovie avec notre professeur de culture générale et nous avons eu le droit à des cours de polonais. Sur place, nos professeurs nous ont accompagnés sur nos lieux de stage. Alors, messieurs, dames, je vais peut-être vous demander une réaction parce que là, pour le coup, non seulement ils ont l'air enchantés, mais ça a plutôt très bien fonctionné à Varsovie. Qui veut dire quoi? Qui réagit? Nicolas? Visiblement, c'est vous qui réagissez. Je m'acharne à dire qu'effectivement, les CFA, ça fait partie des obligations qu'ils ont de développer la mobilité. Et partout où on sera apprenti, la mobilité doit nous être proposée. Alors, ne serait-ce que déjà au niveau national, mais aussi international. Le permis de construire, on peut avoir une aide aussi au permis de construire. Au permis de conduire, laissons le temps aux choses. On va y revenir, au permis de conduire. Peut-être plus tard. Surtout que monsieur le recteur nous a fait des annonces concernant nos permis de conduire, donc on va y revenir. Alors, au-delà de l'annonce effectivement de monsieur le recteur, il y a un minimum qui peut être fait partout. Pour l'académie, on va doubler la mise dans cette affaire, mais le permis de conduire est une aide à la mobilité ou à l'obtention d'un contrat, à la mobilité vers son centre de formation. C'est aussi pouvoir revenir chez soi, chez ses parents. C'est aussi pouvoir aller à l'entreprise, parce que des fois, c'est 3 lieux de vie. L'apprentissage, on en a bien conscience. Et donc, à la majorité, on peut, dès la majorité, travailler sur son permis. Et puis, la mobilité à l'étranger, alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On enrichit son geste professionnel, on découvre d'autres cultures sur la même formation que l'on a. Et ça compte dans la formation. C'est-à-dire que ce n'est pas une parenthèse. C'est aussi un temps de formation. Mais lui, à l'étranger, et bien évidemment, au-delà de
la bonne organisation qui semble nécessaire, c'est aussi une très belle expérience qui est engrangée lorsqu'on peut vivre cette mobilité. Très enrichissant. De toute façon, partir à l'étranger, je crois que personne ne dira le contraire. C'est toujours extrêmement enrichissant, et notamment quand on est jeune et qu'on a envie d'apprendre beaucoup de choses. Sur cette question, est-ce que vous voulez y revenir, Stéphanie? Je vous vois hocher de la tête ou pas? Oui, simplement dire, effectivement, c'est une opportunité pour les jeunes qui le souhaitent, avec les formations et les accompagnateurs qui le souhaitent également. Donc c'est une très belle expérience. Ne pas hésiter en tout cas à questionner. Nous avons une référente mobilité au sein du CFA académique, donc ne pas hésiter à prendre la tâche des coordonnateurs, des chefs d'établissement pour pouvoir justement avoir une intervention de cette référente mobilité. Alors, ça c'est également très important. Je résume ce qui vient d'être dit. Si vous souhaitez faire un apprentissage à l'étranger, c'est possible et vous pouvez vous renseigner auprès des chefs d'établissement dans lesquels vous souhaitez vous diriger ou directement dans le CFA académique où il y a un référent qui pourra également répondre à vos questions. J'espère que vous prenez des notes, parce que là, on apprend quand même beaucoup de choses. Alors, on a une autre question. Cette fois, c'est Jeffrey qui nous la pose. Elle va s'afficher sur l'écran. La voici. Quel est le diplôme obtenu à la fin de son apprentissage? Et oui, c'est vrai. Quel est le diplôme que l'on obtient quand on a terminé son apprentissage? Qui répond à cette question? Qui vous voulez? Monsieur le recteur, ça vous dit? Ils compléteront s'il faut. On l'a dit, c'est effectivement, il faut tordre le cou aux idées fausses. Oui. On a le diplôme comme n'importe quel autre apprenant qui prépare ce CAP, ce bac pro, cette mention complémentaire, ce BTS. Il n'est pas distingué. Il est enrichi sur le fond. C'est pas écrit sur le diplôme, il est enrichi sur le fond parce qu'on a un réseau différent, on a un réseau plus important qui lui-même nous débouche sur un autre réseau puisque on est souvent de réseau en réseau et donc on a le même diplôme, le CAP, le bac pro, il sera en plus signé de la main du recteur, que ce soit un apprenti ou que ce soit un scolaire, donc aucune différence si ce n'est que sur le fond. Il aura une valeur différente et une expérience. Et oui, l'expérience n'est pas la même. Et encore une fois, bien évidemment, il n'est pas mentionné sur le diplôme la voie choisie par l'élève. Donc c'est le même diplôme. Donc pas de différence, si ce n'est peut-être justement dans la manière dont on a été formé et le réseau qu'on a pu développer. C'est un mot important aussi, ce mot de réseau. Alors, autre question, en vidéo, cette fois encore, on la regarde et on en parle tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Mona, je suis en terminale STMG au lycée Ozen et je voulais savoir, peut-on avoir une embauche assurée dans l'entreprise avec laquelle nous avons effectué un contrat en apprentissage ? Alors, on a entendu cette question. Peut-on avoir une embauche assurée de son entreprise après un contrat en apprentissage? Bonne question, monsieur le recteur. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique et on peut le comprendre parce que justement, ça dépend comment le stage s'est passé, de l'alternance. Mais il y a un avantage. Vous savez, quand on candidate pour un travail, on envoie un CV. Et on espère simplement que le CV soit déjà repéré pour avoir un entretien. Alors, vous imaginez la longueur d'avance qu'un apprenti qui est sur place pour pouvoir valoriser à la fois sa personnalité, ses connaissances. Donc, les chiffres sont là quand même, qui montrent qu'au bout de 6 mois après la diplomation, 75% de ceux qui ont suivi... 75%, pardon, je vous coupe, mais ça encore, c'est un chiffre important. Donc, je disais, ce n'était pas automatique, mais c'est presque automatique. En général, quand une entreprise choisit de proposer l'apprentissage, c'est parce qu'elle investit en un jeune, parce qu'il faut l'accompagner dans sa formation. Il croit, et donc, bien évidemment, s'il développe des compétences, s'il convient à l'entreprise, elle le garde. D'ailleurs, pour donner une idée, avec Gaz de France, c'est GDR, oui, c'est ça, GRDF, voilà, je cherchais le sigle. J'avais visité récemment un centre d'apprentissage et
clairement, eux, c'est 100% d'insertion professionnelle après la diplomation. Et j'en profite pour dire que ce qui m'avait frappé d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles dans ces formations d'apprentissage, ce qui me permet de dire également aux filles, l'apprentissage n'a pas de sexe. Les filles ont leur place dans toutes les formations par apprentissage. Donc, c'est pas genré, il faut pas se mettre il n'y a pas des catégories réservées aux blocages. filles, aux garçons et d'autres aux filles. Tout le monde peut faire toutes les formations en apprentissage. Et il y a beaucoup de possibilités d'insertion professionnelle pour les jeunes filles aussi dans le domaine de l'apprentissage. Autre message super important. Merci, monsieur le recteur. Alors, il paraît, me dit-on, qu'il y a énormément de questions de chat. Alors, je vous propose qu'on en prenne quelques-unes et puis on continuera à dérouler parce qu'on a d'autres vidéos, d'autres témoignages. Mais on va aussi donner la parole à tous ceux qui sont connectés et qui nous écoutent. Alors, on a une petite voix off d'un monsieur en régie très sympathique qui va nous les lire, ces questions. On va les prendre une par une. La première, on vous écoute. Eh bien, effectivement, en régie, nous avons énormément de questions. La toute première, et elle se recoupe avec la seconde, de la part d'Emma. Comment sont organisées les périodes de formation en CFA ? Et peut-être la seconde, puisqu'elle effectivement, elle est en lien. Et de la part d'Anaïs, quel est le rythme d'alternance d'une formation en apprentissage ? Donc la toute première, comment sont organisées les périodes de formation en CFA ? Allez, on va essayer de répondre aux deux questions, deux en un. Juste donner un principe et puis on aura un exemple peut-être. L'alternance, pour chaque formation, il est organisé différemment, souvent aussi pour répondre aux besoins des entreprises. Il y a des fois de l'alternance qui est de semaine à semaine, des fois il y a des alternances qui sont dans la semaine. Donc on ne peut pas modéliser. Il y a alternance. On ne peut pas modéliser la typologie et souvent c'est quelque chose qui s'adapte souvent avec des grands partenaires qu'on peut avoir dans les formations puisqu'ils ont une façon de travailler et d'accueillir leurs apprentis qui correspond à une réalité et une capacité de les accueillir parce que en entreprise, vous allez avoir un acteur extrêmement important qui sera le tuteur aussi en entreprise et qui sera votre référent métier en entreprise et qui sera désigné. Donc il faut bien qu'il soit lui disponible pour vous accueillir et que ce calendrier soit quelque chose d'extrêmement important et de structurant. Donc, mais pour chaque formation, l'alternance est un peu différente, à la fois sur le nombre de semaines, mais aussi sur la modalité de l'alternance. Peut-être que Régis Bégor, en exemple de construction de formation. Sûrement, en tant que chef d'établissement, mais j'imagine que oui, c'est un peu du cas par cas et du sur-mesure malgré tout. Merci pour la question. C'est une excellente question qui nous occupe beaucoup. Alors justement, je vais distinguer deux cas de figure. Le premier cas de figure est lorsqu'on parle de groupes qui sont intégralement constitués d'apprentis, ce que nous appelons des groupes autonomes. D'accord. Dans ces cas-là, nous collons, Monsieur Madiot a raison, on colle aux besoins des entreprises. Voilà. Pour le lycée de Carmaux, par exemple, nos groupes autonomes fonctionnent 15 jours, 15 jours. 15 jours au lycée, 15 jours en entreprise. D'accord. D'un lycée à un autre, vous allez avoir différentes organisations. Mais c'est des alternances, on va dire, dites classiques. La deuxième modalité de mise en œuvre de l'apprentissage, c'est ce que nous appelons la mixité. C'est-à-dire que nous mélangeons dans le même groupe des élèves qui ont un statut scolaire et des élèves qui ont un statut d'apprenti. D'accord. Dans ces cas-là, nous avons un delta de 8 semaines, en gros, ça dépend des formations, mais pour vous donner une idée, entre les périodes de stage des scolaires et des apprentis. Donc en fait, on construit un calendrier qui permet aux apprentis de suivre la plupart du temps le même calendrier que les scolaires et on joue, entre guillemets, autour des périodes de vacances pour que les apprentis partent un peu plus tôt en entreprise la semaine avant les vacances et reviennent une semaine après les vacances, par exemple. De ce fait, ils ont, on va dire, 4 perturbations dans la progression pédagogique tout au long de l'année, mais qui leur permet de suivre le rythme de la classe scolaire. D'accord, mais c'est quand même, voilà, c'est du sur-mesure, c'est du cas par cas, mais c'est quand même, voilà, ça répond à une logique d'apprentissage malgré tout. Une logique d'apprentissage et une logique pédagogique aussi pour les enseignants. C'est ça, tout à fait. Les élèves du coup. Autre question en régie. J'espère qu'on répond correctement à vos questions, en tout cas qu'on arrive à apporter les réponses clairement. Allons-y, on vous écoute en régie. En régie, toujours beaucoup de questions. Mieux, on va essayer d'en prendre beaucoup. De la part de Clément, comment trouver une entreprise ? Tout simplement. Alors, monsieur le recteur.
D'abord, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est très important que l'élève lui-même fasse la démarche de chercher son entreprise. Encore une fois, les entreprises, quand elles voient un jeune qui cherche son stage, son entreprise, il y a une démarche personnelle qui montre qu'il a le sens d'entreprendre. Déjà, ça commence là. Et puis, le jeune peut être accompagné également par son établissement. Donc, il faut absolument se rapprocher du chef d'établissement, il aura la réponse parce qu'il peut relayer la demande au niveau du CFA académique, le cas échéant, pour apporter une réponse personnalisée. De la part de Simon, cette fois, je suis en seconde générale, je souhaite me réorienter en apprentissage, en maçonnerie. Vers quelle filière dois-je me tourner? CAP, Bac Pro ou autre? Alors là, on va laisser faire les professionnels que je ne suis pas. Et je vais donc passer la parole. Et c'est M. Bégor qui s'y colle. Allons-y. Allons-y. C'est difficile de répondre comme ça sans connaître le profil de l'élève. Donc en fait, il faut qu'il se rapproche de son professeur principal, éventuellement d'un conseiller d'orientation, et ensuite rentrer en contact, on vient de l'indiquer, avec le coordonnateur du CFA académique. Le CFA académique est organisé dans l'Académie Toulouse en 4 zones. Donc le Tarn et l'Aveyron sont regroupés. Le siège du CFA académique pour cette zone-là est à Carmaux. Je vais arriver au bout, pour Montauban, donc pour le 82 et le Lot, merci. C'est au lycée de Cahors, Gaston Monerville. Pour le 0931, c'est le lycée Stéphane Hessel à Toulouse. Et pour le 3265, c'est le lycée Jean Dupuis de Tarbes. Très bien. Et je rappelle que vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations sur les sites que nous vous avons donnés en début d'émission, évidemment. On va reprendre des questions de chat. Ah, une petite précision. Et ensuite, on prendra le témoignage d'un chef d'entreprise qui a des choses à nous dire et qui est pressé et qu'on va libérer. Allez-y. L'exemple qui est intéressant, c'est que ce jeune pourrait, alors je ne connais pas le profil non plus, mais pourrait lui être proposé de faire le CAP en 1 an. Il a fait sa seconde. Il va jusqu'au bout, donc on ne peut, quoi qu'il en soit, que conseiller de finir l'année de formation. Et si il trouve une entreprise et qu'elle est d'accord pour faire son CAP, on peut lui proposer, sur le territoire de l'Académie de Toulouse, de le faire en 1 an. Donc en 1 an, eh bien, pendant 1 an, je travaille ma formation, je deviens qualifié dans ce domaine-là, et puis après, il y a d'autres, je peux continuer ma formation avec ou non la même entreprise, mais voilà, c'est-à-dire que là, l'exemple, quand on parlait, le monsieur Recteur a évoqué que la durée, elle est aussi en variable en fonction du niveau aussi du jeune, là, on est en mesure de le proposer potentiellement à ce jeune, qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour être très précis, mais potentiellement, on peut lui proposer de faire la formation en 1 an, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va reprendre des questions de chat, mais on va d'abord passer à un témoignage, puisque le monsieur qui va témoigner maintenant, et on le remercie, a attendu jusque maintenant, mais il est pressé, il faut qu'il parte, donc on va pas l'embêter trop longtemps. Avant cela, une question de Zaharia. Comment trouver un contrat d'apprentissage en cuisine, compte tenu du contexte? Et vous verrez que la personne que nous allons prendre dans quelques instants pourra répondre partiellement à cette question. Mais c'est vrai que le contexte est particulier. C'est vrai que les restaurants sont fermés et qu'aujourd'hui, quand on est en apprentissage en cuisine, on peut avoir beaucoup d'inquiétudes. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes ? Oui, vous l'avez rappelé, effectivement, les circonstances sont exceptionnelles, mais je dois préciser que dans ce secteur, le recrutement est au rendez-vous. Donc, de manière générale, c'est plutôt une bonne chose. Restons optimistes avec l'évolution de la situation. Je sais qu'en tout cas, les restaurateurs espèrent ouvrir le plus tôt possible. Le président de la République avait annoncé des dates. Donc, pour nos jeunes qui vont s'engager dans la voie professionnelle, j'espère que d'ici là, la situation, elle sera rétabli. Et donc, je l'encourage, si c'est son projet, à se rapprocher à la fois de son établissement et chercher aussi, comme je le disais tout à l'heure, une entreprise pour son apprentissage. Alors justement, on a un restaurateur que l'on remercie d'avoir patienté jusqu'à maintenant. On va vous libérer, mais on avait quand même très envie, Monsieur Mobachir, de vous entendre. Vous êtes donc restaurateur, vous dirigez le restaurant Mbaimo et vous suivez ce live depuis tout à l'heure. Ah ben, on vous voit dans vos cuisines en plus. J'imagine que vous êtes pressé. On ne va pas vous embêter trop longtemps. Mais effectivement, il y a des inquiétudes pour ceux qui voudraient faire un apprentissage dans la cuisine au vu du contexte. Vous en employez des apprentis? Alors, jusqu'ici, non, parce que j'ai une toute petite entreprise, donc je ne pouvais pas prendre d'apprenti pour l'instant. D'accord, mais c'est une idée qui vous trotte dans la tête.
Oui, mais j'en ai déjà eu des apprentis et ça a été toujours ma plus grande fierté de les voir réussir et grandir dans ce métier. Et ensuite, là, je me développe en septembre. Donc, du coup, là, je recherche 2 apprentis pour l'ouverture en septembre pour d'autres projets. Voilà. Ah bah, l'appel est lancé, écoutez, vous tombez bien, on lance l'appel. Donc chez M Baimo, on cherche 2 apprentis en cuisine. Mais comment justement, qu'est-ce que vous leur conseillez aux apprentis qui éventuellement chercheraient justement à intégrer des formations dans la cuisine? Qu'est-ce qui est important pour vous, professionnels? Qu'est-ce qui fait un bon apprenti? L'écoute, être courageux, surtout dans nos métiers, ne pas compter ses heures, malheureusement. Alors moi, j'ai un cursus très classique au niveau des écoles hôtelières. Et donc, quand je suis arrivé dans le milieu professionnel, en fait, il y a eu on est un peu en concurrence avec les apprentis, mais qui étaient meilleurs que nous parce qu'ils avaient déjà un pied dans le métier, dans la vraie vie, on va dire, 2 ou 3 ans avant nous. Donc, du coup, ils avaient un meilleur niveau que nous. Et donc, nous, on fallait se battre 2 fois plus pour y arriver. Alors que les apprentis ont eu déjà 2 ans pour se former correctement dans un milieu professionnel. Une dernière question, après on ne vous embête plus, mais quel est votre rôle à vous? Comment vous voyez ce rôle? C'est un rôle de transmission? Exactement, c'est la base de nos métiers, la transmission, c'est donner envie aux jeunes de continuer le métier, parce qu'il y a malheureusement il y a plein de jeunes dans la restauration qui commencent ce métier, mais ensuite on voit un peu quelques soucis et qui arrêtent, malheureusement, parce que c'est pas un métier facile. Mais à nous de transmettre, de leur donner envie de continuer et puis de les faire grandir. Merci beaucoup, Mobachir. Monsieur le recteur voudrait vous dire un mot. Non, juste vous remercier parce que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer récemment où vous vous êtes engagé auprès d'un lycée professionnel pour préparer 500 repas au bénéfice des étudiants et ça a été vraiment une opération formidable, bien accueillie par nos jeunes. Je vous remercie et je vois que vous êtes encore engagé avec nous ce soir. Vive l'engagement et puis merci de effectivement penser à l'apprentissage. Ça permettra à quelques-uns de nos jeunes. On pourra travailler avec vous, bien évidemment. Nous sommes à votre disposition, vous et vos collègues, pour qu'on puisse aussi vous trouver des jeunes motivés pour s'engager avec vous. Et puis, j'espère que vous allez collectivement vous en sortir de cette période un peu difficile pour vous. Nous pensons beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Mobachir, merci beaucoup d'avoir patienté et merci pour les messages que vous venez de porter. On retiendra que malgré la crise, vous recrutez des apprentis, vous cherchez des apprentis et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, bon courage dans cette période et à très vite. Merci. Très vite, au revoir. Très beau témoignage, effectivement, et qui revient sur ce qu'on disait il y a quelques instants. Oui, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique. Oui, les restaurants vivent des moments difficiles, mais ils se projettent déjà dans l'avenir et ça recrute dans les restaurants et ça recrute des apprentis. Nicolas. Oui, parce que du côté de l'entreprise, alors là, on a la chance de pouvoir s'exprimer devant les élèves, nos collégiens, les lycéens, les familles. Mais les entreprises, pour les entreprises, l'apprentissage, c'est essentiel. On a parlé de transmission, on voit bien qu'on a eu 2 interventions de professionnels qui disent pouvoir transmettre leur passion. Ils ont le désir de pouvoir avoir une relève aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas que de faire plaisir et de prendre un apprenti qui va donner un coup de main, comme on pourrait dire. Oui. Non, c'est aussi en quelqu'un à qui beaucoup d'entreprises vont placer un espoir de futur recrutement. C'est un placement pour l'entreprise de dire je veux de l'apprentissage parce que je veux que dans mon domaine, il y ait des professionnels encore capables de candidater sur les métiers que j'aime. Donc il y a aussi ces employeurs-là derrière. On les a vus à travers ces 2 témoignages et là celui-ci était tout à fait pareil. Il a parlé de passion, il a parlé de transmission, mais c'est aussi ceux qui ont envie d'avoir demain des personnes prêtes à travailler dans leur domaine, pas forcément même chez eux, mais ils vont œuvrer pour que leur métier perdure, oui, dans certains cas. Et c'est un enjeu, vous avez raison de le souligner, exactement, qui n'est pas négligeable cet enjeu. Alors on va reprendre nos questions de chat parce qu'on continue de me dire qu'il y en a beaucoup, donc on ne va pas s'en priver. Allons-y, on vous écoute. Je vous le confirme, il y en a effectivement beaucoup. De la part de Paul, qui prend en charge les frais de scolarité, transport, hébergement, matériel, habillement pour un apprenti en bac pro filière bois? Alors, la filière bois, qui prend en charge tous ces frais qui sont liés à cet apprentissage particulier?
Oui, alors ce sera pris en charge non pas par le jeune, mais par l'OPCO. Alors, l'OPCO, expliquez-nous. L'OPCO, c'est l'opérateur de compétences, donc il va financer le contrat du jeune. Ok. Donc il prendra en charge les frais inhérents à sa scolarité et évidemment à son hébergement et sa restauration également. Merci pour cette précision. Ça doit rassurer effectivement les parents, parce que ça a un coût, les études de ces enfants, et les étudiants eux-mêmes, les collégiens, les lycéens eux-mêmes. Autre question en régie. Beaucoup de questions, notamment sur les aides. Et c'est la question de Félix. Ai-je droit à des aides pour l'hébergement? Est-ce que je peux bénéficier de l'internat au lycée? Alors, bonne question aussi. Qui est-ce qui répond? Stéphanie, Régis, Nicolas. Juste sur les aides, parce que c'est encore une obligation du CFA, oui, qui doit faire en sorte que toutes les aides soient accessibles aux apprentis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses à cacher. Et le plus détestable, c'est de ne pas avoir recours à une aide parce qu'on n'a pas l'information ou parce que c'est compliqué pour y accéder ou parce que ça n'a pas bonne presse. Donc, 3 € par repas, il faut être clair. Okay. 6 € pour une nuitée. Faut être clair aussi. Et ça, c'est des droits qui sont donnés aux apprentis. Et il y a aussi un montant pour le premier équipement, pour rejoindre la question précédente, puisque dans certains cas, le premier équipement, ne serait-ce que pour la cuisine, une mallette de couteau, c'est très cher. Oui. Et sa mallette de couteau, c'est son outil de travail. C'est l'outil de travail qu'on emmène en entreprise, qu'on emmène aussi dans son CFA. Donc la question est tout à fait pertinente parce qu'il y a des secteurs de formation où c'est très cher d'avoir son premier équipement. On n'est pas sans investir dès le départ et c'est pour ça que des fois aussi, cette année, on a acheté des ordinateurs aussi aux jeunes parce que au-delà du contexte sanitaire, il y a le tertiaire, il y a beaucoup de formations qui utilisent l'ordinateur et donc ça aussi, ça devient presque le numérique, bien de premier niveau. Donc ça me semble indispensable. Après, pour l'hébergement, Monsieur le recteur a donné une information me semble très importante, c'est qu'on a des secteurs où on a des offres d'emploi et on est capable d'héberger un jeune dans nos internats. D'accord. Évidemment, la question n'est pas la même sur les internats de zone urbaine, mais on a de l'hébergement en internat et les lycées de l'académie, les lycées de manière générale, font une place aussi aux apprentis, ils les considèrent. On est plus en difficulté, faut être aussi lucide sur le niveau post-bac, puisque les internats ne sont pas forcément étudiés initialement pour accueillir des étudiants, mais ils le font aussi. Donc l'internat, oui, c'est possible. C'est encore une fois auprès de l'établissement d'accueil, de formation que cela se fait, mais la bienveillance est de mise. Et l'apprenti est une personne qui compose la vie scolaire de l'établissement comme un autre, et donc l'établissement développe aussi ses capacités d'accueil en ce sens. Il ne faut pas que ce soit un frein, quoi. Il y a là encore des solutions. Juste une précision effectivement par rapport aux internats. Bien évidemment, il y a la possibilité d'être interne à la fois pour être dans un établissement scolaire en proximité avec une entreprise, mais l'internat peut également être un recours si l'entreprise est loin de l'établissement scolaire. C'est-à-dire que l'élève qui habite dans le quartier de son établissement, il n'a pas besoin d'hébergement. Par contre, pour la période en entreprise, il a besoin d'hébergement. Là aussi, on peut regarder au cas par cas les possibilités d'hébergement en internat ou autre. Je parlais de sur-mesure tout à l'heure, mais c'est ça, quoi. On s'adapte vraiment aux situations. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. On trouvera des solutions. On vous trouvera des solutions. Et quand je dis on, c'est eux. Autre précision? On est bon? Alors, on va prendre une autre question en régie, puisqu'il y en a. On vous écoute. Et cette fois-ci, c'est de la part de Jeff. Les apprentis ont-ils les mêmes cours que les élèves? Les apprentis ont-ils les mêmes cours que les élèves, monsieur le recteur? Bien évidemment, c'est la même formation, la même exigence, mais une organisation différente. Les cours ne changent pas, c'est l'organisation qui change. Sur l'organisation, on l'a dit, alors peut-être qu'un proviseur pourrait préciser, c'est les apprentis ont 35 heures de cours dans la semaine. Certaines formations, c'est 30 heures, donc il y a 5 heures d'accompagnement qui sont organisées. Donc, on a les mêmes cours pour viser le même diplôme et une adaptation qui est faite. Et donc, il faut le dire, c'est 35 heures de cours, 35 heures de présence horaire dans l'établissement. Et c'est essentiel, lorsqu'il y a l'alternance, de pouvoir aussi être accueilli pour faire le point sur ce qui s'est passé en entreprise.
Alors, je voudrais aussi être clair. Depuis le début, on encourage tout le monde à aller vers l'apprentissage. Il y a des contreparties, il y a des exigences aussi. Donc, il faut en être conscient. Et dans cette organisation, bien évidemment, on ne peut pas à la fois être en entreprise, dans un établissement et en vacances comme tout le monde. Donc, ça se fait au détriment des vacances parce que dans le statut d'apprenti, ce sont 5 semaines de vacances. Eh oui. Et oui, là, oui, mais c'est un élément aussi. Non, vous avez raison de le préciser. Motivation pour un jeune qui veut le faire, il doit le savoir. Il faut le savoir avant. Vous avez bien raison. C'est effectivement un paramètre à connaître. Autre question sur le chat. Alors cette fois-ci, c'est de la part de Nathan. Mon fils est actuellement en seconde de pro boulanger-pâtissier. Il veut basculer en alternance. Quel sera le diplôme obtenu? CAP ou bac pro? Alors là, qu'est-ce qui répond? Ah bah c'est Régis. Tout le monde s'est retourné vers vous, Régis. Vous n'avez pas le choix. Celle-là, les pour question facile. En fait. On vous écoute. Ah, alors allez-y. S'il est en seconde bac pro, il continuera son bac pro et il aura un bac pro en boulangerie dans 2 ans, du coup. D'accord. Voilà. La réponse me semble claire. Autre question ou pas au chat? Oui, j'en ai d'autres. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me le dire. J'en ai plein d'autres. Allez-y. Autre question de la part de Camille, cette fois. En cas de rupture de contrat, est-ce que le CFA nous aide à retrouver une entreprise? Alors, s'il y a une rupture de contrat, ça aussi c'est important parce que ça peut arriver. S'il y a une rupture de contrat, comment ça se passe? La réponse est oui, et c'est même une obligation pour le CFA d'accompagner le jeune. On ne peut pas faire plus clair. Oui, et en plus c'est une obligation, donc pas de panique si ça arrive, parce que ça peut arriver. Vous serez également épaulé dans cette aventure, Stéphanie? Oui, épaulé, accompagné. Évidemment, c'est toujours aussi douloureux d'avoir une rupture de contrat. Donc, l'objectif est qu'il ne décroche pas de la formation. Donc, il poursuit sa formation et il est accompagné pour trouver un autre contrat. Voilà. 6 mois. Jusqu'à 6 mois, me dit-on. Autre question? Un auditeur, Jeff, nous pose la question, existe-t-il un professeur principal dans une classe d'apprentis? Alors, est-ce qu'on a un prof principal, un référent finalement quelque part? J'imagine que c'est ce qu'on entend par le prof principal, quelqu'un vers qui on peut se tourner en cas de problématique ou qui peut assurer un suivi. Alors là, je ne sais pas si c'est un parent ou un enfant qui pose la question, mais c'est vrai que dans une scolarité dite, entre guillemets, classique, il y a un prof principal qui est en fait un référent. Est-ce que ça existe dans l'apprentissage? Oui. Il ne porte pas tout à fait ce titre-là, puisque c'est un professeur référent. Chaque apprenti a un professeur référent. Il a 2 acteurs, l'apprenti, autour de lui, le professeur référent et son maître d'apprentissage. Voilà. Alors, s'il est dans une classe mixée, comme je l'expliquais tout à l'heure, il aura en plus un professeur principal qui sera chargé du suivi de sa scolarité. Voilà. Mais il a une relation privilégiée avec son professeur référent. Donc oui, la relation privilégiée avec un enseignant existe également dans l'apprentissage par le biais du professeur référent, comme vous l'avez expliqué. D'autres questions? Toujours? Oui. Très bien, c'est Il s'agit d'une auditrice, Anaïs, nous pose la question. Bonjour, y a-t-il une période d'essai à la signature du contrat d'apprentissage? Ah, alors ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, quand on parle de travail, oui, il y a toujours une période d'essai pour tous les contrats, y compris le contrat d'apprentissage. Bien évidemment, je crois que c'est 1 mois. 45 jours, plus exactement. 45 jours, effectivement, de période d'essai, comme dans un contrat. En tout cas, ça existe aussi. Oui. Alors, il est possible aussi que des jeunes soient amenés à signer leur contrat dès juillet. C'est-à-dire que le contrat peut démarrer avant le premier jour de formation. D'accord. Que la période dite d'essai, elle peut avoir lieu avant que la formation commence. D'accord, ok. Dans certains cas, c'est aussi un intérêt pour le jeune de se dire, bien cet été, je ne cherche pas un travail saisonnier, je commence mon contrat d'apprentissage. Et donc, il est 100% du temps en entreprise. Alors, si elle ferme, bien évidemment, il ne sera pas en activité, mais il est tout à fait possible de commencer son contrat. On ne peut pas commencer son contrat avant juillet, août, et 3 mois avant le début de la formation. Donc il y a une date limite qui est 3 mois précédemment et on ne peut pas l'avoir fait tant qu'on n'a pas terminé la classe de 3e. C'est aussi pour des jeunes qui soient peut-être un peu plus anciens. Et donc on peut quand même aussi, à l'inverse, aussi commencer une formation sans avoir obtenu son contrat. C'est-à-dire que ces 3 mois sont avant, sont aussi après si on n'a pas trouvé le contrat. Ça, c'est une précision importante, effectivement. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, Stéphanie? Non? Tout va bien. On va prendre une autre question alors, puisqu'il y en a. On y va. Allons-y. Voici la question, c'est de la part de Couette. Bonjour, coordonnatrice enfance-jeunesse en milieu rural.
Je souhaite savoir comment mieux accompagner les entreprises et les établissements scolaires du territoire aux notions de l'apprentissage, comment promouvoir et sensibiliser davantage l'apprentissage au regard des possibilités rurales locales. Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, c'est ce que nous faisons déjà à l'échelle. Voilà, c'est l'objectif de tous ces échanges. Mais effectivement, le travail avec les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture sera pertinent en local. On n'hésitera pas à le faire. D'ailleurs, les chefs d'établissement, localement, ils le font également avec les entreprises dans les environnements très proches. Peut-être Régis, un complément. Cette dame qui pose la question est éducatrice elle-même, c'est ça ? Oui. C'est ça, hein ? Absolument, oui. Visiblement, elle est éducatrice et elle aimerait savoir comment elle peut encourager cette pratique de l'apprentissage. Hein. C'est ça la question. Donc, comment elle peut... Est-ce que vous avez des outils, par exemple, à disposition à donner à cette dame pour qu'elle parle On a plus que des outils. Une mallette on a du personnel, en fait. Ah, super. Alors, dites-lui tout. Je pense qu'elle est intéressée. Dans les lycées que j'ai cités tout à l'heure, oui. Donc, je les reprends rapidement. Gaston Monerville à Cahors, Stéphane Essel à Toulouse, Jean Dupuis à Tarbes, merci. Il y en a donc, le lycée de Carmont. Se trouvent des coordonnateurs de l'apprentissage. Et il y en a dans chaque département. Donc cette dame peut rentrer elle aussi en contact avec les coordinateurs. Oui, tout à fait. Ils sont là pour ça, pour développer l'apprentissage et pour faire du lien avec tous les acteurs autour de la formation de nos jeunes. Donc madame, n'hésitez pas, ou mademoiselle, je ne sais pas, n'hésitez pas vous aussi à rentrer en contact avec ces coordinateurs et ils vous donneront tous les outils nécessaires pour promouvoir ces formations, puisque j'ai cru comprendre que c'est ce que vous aimeriez faire, promouvoir vous aussi ces formations, et on vous en remercie d'ailleurs. Une autre question. Oui, il s'agit cette fois d'une poursuite d'études, d'une possibilité de poursuite d'études. Camille nous pose la question, j'ai 30 ans, je suis en contrat d'apprentissage pour un bac pro assistant architecte, et je voudrais continuer en BTS, est-ce possible ? Alors, est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible parce qu'on est à la limite. Elle a eu 30 ans cette année et donc elle commence un cycle. Et donc tant qu'elle est dans la formation, elle ne quitte pas. Elle est en dehors elle n'est pas exclue par son âge puisqu'elle a commencé. Alors, je ne peux que conseiller aux personnes qui ont des questions aussi précises de se retourner vers le CFA parce qu'il faut le faire extrêmement attention. Ne pas s'engager avec une entreprise si derrière on ne peut pas avoir commencé. Oui. La formation. Donc évidemment, oui, là, la question, elle est précise et la réponse va lui être écrite pour qu'elle ait bien l'information, donc par nos experts qui sont en coulisses aussi. On est loin de nos collégiens et de nos lycéens, monsieur le recteur. Mais c'est bien aussi parce qu'on est là pour répondre à ces questions-là. Mais voilà, en l'occurrence, c'est toujours le CFA qui aura la bonne réponse à ces questions. Mais ce que je retiens quand même, ce que vous dites, c'est que quand on est engagé dans un cycle, on va au bout du cycle. Voilà. Ça, quel que soit l'âge, d'accord ? Exactement. C'est le début du contrat, donc, qui fait foi, j'allais dire, et qui fait que vous pourrez poursuivre votre formation. Mais attention, effectivement, à ne pas dépasser l'âge limite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, de la part de Delphine. Elle nous pose une question. Est-ce qu'une association peut recruter un apprenti ? Alors, est-ce qu'on peut être apprenti dans une association ou est-ce qu'on peut être recruté par une association ? Oui, alors ça hoche de la tête en disant... Oui, la réponse est oui. Effectivement, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, je vous propose, oui, monsieur le recteur, pardon, excusez-moi. Les associations, mais en même temps, on profite de la question pour dire aussi les services publics, hein, bien évidemment. Associations et services publics. En fait, tout le monde, hein, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. C'est ça que les gens ne savent pas et donc il faut absolument que ça sache, y compris dans nos services, bien évidemment, de l'État. Oui, parce que c'est vrai qu'on a des idées très, très arrêtées sur l'apprentissage. On se rend compte ce soir que quand même, il y a beaucoup de possibilités, voire... tout est permis, tout est possible, j'ai envie de dire. Alors, je vous propose, on est à un quart d'heure de la fin, donc on va prendre peut-être quelques questions, parce que nous, on en a d'autres aussi qui nous ont été posées en amont que je ne voudrais pas négliger, et notamment une petite vidéo que j'aimerais qu'on regarde. Donc, on va peut-être reprendre, une ou deux questions en fonction de la longueur des réponses, et puis on passera au reste. De la part de Nectarine cette fois, je souhaite devenir factrice. La formation est-elle possible en apprentissage ? La formation de factrice ou de facteur est-elle possible en apprentissage ? Alors, au vu de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, moi qui ne suis pas une spécialiste, j'aurais tendance à dire oui,
puisque tout est possible. Mais est-ce que vous confirmez, monsieur le recteur? Absolument, je disais tout à l'heure, pratiquement toutes les formations, voilà un cas très particulier, très spécifique, et il se trouve que le lycée Gallieni, je crois, propose cette formation. Nous avons conventionné effectivement avec Formapost, donc oui, c'est une possibilité sur le site de Gallieni. Je rajouterai à la personne qui a posé la question, si elle n'est pas sur Toulouse, voilà la possibilité également d'être interne, puisque le lycée Gallieni est labellisé internat d'excellence. Donc on fera en sorte qu'elle puisse trouver sa place dans cet internat. Donc non seulement elle pourra avoir une place dans cette formation, mais en plus elle pourra dormir sur place si elle ne vient pas de Toulouse, puisque le lycée Gallieni est effectivement à Toulouse. Quand je vous dis que tout est possible, je le prouve. Allez, une autre question. Je sais qu'il y en a plein, on ne pourra pas toutes les prendre, mais allons-y. Toujours beaucoup de questions en régie, et cette fois-ci c'est de la part de Paul. Quels sont les critères de sélection pour entrer en bac pro en apprenti dans un lycée? Alors là c'est très précis aussi, hein. Et là ne comptez pas sur moi pour répondre. Régis peut-être, ou Stéphanie? Quels sont les critères de sélection pour entrer en bac pro en apprenti dans un lycée? Simplement envie de lui dire qu'il faut qu'il ait un contrat. S'il a un contrat, de toute façon, encore une fois, comme l'a dit Nicolas Madio tout à l'heure, c'est le sésame pour rentrer sur une formation. Donc il choisira ensuite l'établissement qu'il souhaite. Après, s'il souhaite d'abord rentrer sous statut scolaire, là, ce sont les règles d'affectation classiques. Donc il faudrait qu'il se rapproche de son professeur principal pour avoir quelques compléments. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important que le jeune puisse entamer la recherche de son contrat d'apprentissage, parce que c'est le cas, effectivement, quelqu'un qui le décroche, il a déjà fait preuve d'une motivation, et donc il a un projet, et nous sommes là pour l'accompagner, l'aider et lui faciliter la tâche. En tout cas, au vu du nombre de questions que nous avons en régie, je peux vous dire que le sujet intéresse, hein, et intéresse vraiment. Donc, on en a la preuve si on en doutait. Alors, moi, je vous propose maintenant qu'on regarde un petit film, puisqu'on a un jeune qui nous a posé une question vidéo, et j'aimerais quand même qu'on la prenne, celle-ci également. On la regarde et on en parle après. Bonjour, je m'appelle Taïna, je suis en terminale STMG à Ozen. Je voulais savoir si à la rentrée, je n'avais pas d'entreprise, que se passe-t-il? Alors, on a beaucoup parlé du fait qu'il fallait une entreprise. Si on n'en a pas, qu'est-ce qui se passe? Ça revient à peu près à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, puisque la possibilité de passer de l'un à l'autre est toujours possible. Ce n'est pas un empêchement de pouvoir commencer la scolarité. Donc le contrat peut venir après, bien évidemment, avec un accompagnement de l'établissement, tout en continuant à chercher de la part du candidat. Ce n'est pas un problème. Donc c'est un message récurrent qu'on vous passe depuis le début de cette émission. Effectivement, ça n'est pas un problème. Vous pourrez le trouver en cours de formation, d'autant que vous serez accompagné, vous ne serez pas seul. Donc pas de panique. Vous pouvez malgré tout... Oui, monsieur le recteur. On l'a vu tout à l'heure, on peut démarrer d'abord la période de formation avant la période en entreprise, avant la période en établissement, et l'inverse, c'est vrai. Alors, on prend une autre question cette fois. C'est une question de Jamel qui s'affiche sur votre écran. C'est quoi un livret d'apprentissage? Ah, c'est vrai que moi aussi, en préparant cette émission, je suis tombée sur ce fameux livret d'apprentissage. C'est quoi? Vous savez, ça correspond tout simplement au livret de liaison dématérialisé. Oui. En fait, il comporte à la fois, enfin, il est statutaire, hein, ce livret, des informations à la fois pédagogiques qui portent à la fois sur ce qui se passe en entreprise, ce qui se passe dans l'établissement, ce qui permet d'avoir des échanges entre les deux partenaires, le professeur référent. C'est quand même un outil très important, du coup. C'est l'outil de liaison, quoi. Absolument. Qui fait le absolument, lien entre les deux mondes, de l'entreprise et le monde scolaire. Oui, rapidement. Merci, monsieur le recteur, parce que c'est vraiment une symbolique, ce livret d'apprentissage, puisque c'est de dire qu'en entreprise, la formation continue. La formation, elle continue aussi sur le site d'entreprise. Donc, le livret d'apprentissage, c'est le support sur lequel on atteste qu'on fait évoluer les compétences. Et ce livret est repris dans le centre de formation. Il continue sa vie et il va en entreprise. Et donc, les deux acteurs concernés en premier, mais évidemment, c'est le professeur référent, l'a rappelé monsieur le professeur. Et puis, également... pas le tuteur, mais le mot m'échappe en direct, le maître d'apprentissage, voilà, un mot tellement connu, pour lequel il y a aussi des formations qui sont mises en place, parce que ça ne s'improvise pas d'être maître d'apprentissage. Sûrement, c'est un petit message aux entreprises qui se disent attendez, maître d'apprentissage, il faut savoir le faire. Là aussi, on accompagne la montée en compétences des maîtres d'apprentissage, parce que c'est
c'est tout un savoir d'écoute, de bienveillance et aussi de progression qu'il faut savoir suivre auprès de ce jeune. J'imagine, bien sûr. Allez, l'heure tourne, on arrive bientôt à la fin, donc je vous propose qu'on prenne 2 dernières questions qui se rejoignent. Vous allez voir, elles vont apparaître sur votre écran. La première, c'est celle de Clarisse, et je rappelle qu'elle a posé cette question il y a quelques jours via la plateforme. Est-ce que l'apprentissage est réservé aux métiers manuels? Très bonne question. Et deuxième question, cette fois de Romain, est-ce qu'on peut devenir développeur avec l'apprentissage? Elles se rejoignent parce que là, on parle de secteur d'activité, de secteur de formation. Est-ce que c'est forcément manuel, monsieur? Pas du tout, puisqu'on disait que ça concernait toutes les formations et tous les niveaux. Donc, non, c'est pas du tout réservé au manuel. Et par rapport à la question sur le développeur, bien évidemment, on peut aussi avoir la possibilité d'avoir une formation en alternance sur le développement web, du numérique en général. Bien au contraire, c'est même quelque chose qui est plus facile à mettre en œuvre, je dirais. L'apprentissage est réalisable dans tous les secteurs d'activité, soyons clairs, sans exclusion. Absolument, il faut absolument éviter d'avoir devant soi des raisons de ne pas y croire, de ne pas y aller. Il faut vraiment enlever toutes ces barrières. Il faut y aller. Il faut aller vers les professeurs. Il faut aller vers les chefs d'établissement. Et il faut contacter l'académie, le rectorat. Si l'élève est motivé, il y aura toujours une possibilité qui lui sera offerte. Enfin, j'espère. La motivation d'apprendre un métier, de bénéficier de la transmission d'un professionnel. Je crois que quand on a dit ça, on a bien résumé. Et les chefs d'entreprise sont très sensibles à la motivation des élèves quand ils font une recherche et qu'ils ont cette démarche, ils ont envie, eux ils parlent d'avoir faim, mais vraiment aller chercher le stage soi-même, c'est encore mieux. Même si... Ça prouve sa détermination. Bien sûr. Alors, monsieur le recteur, je vais vous laisser le mot de la fin, mais il nous reste 5 minutes, on arrive au bout. On n'a pas pu, on va s'excuser, on n'a pas pu prendre toutes les questions de chat, et il y en a encore beaucoup. La régie me le confirme, je vois que qu'on hoche de la tête, mais on va vous répondre par écrit sur les questions les plus spécifiques, donc ne vous inquiétez pas, on le fera. Et puis, on va laisser conclure monsieur le recteur, qui a donc, une fois de plus, je le rappelle, pris cette initiative de ce rendez-vous qui est une première dans la région et puis qu'on espère pérenne et qu'on en fera d'autres. Écoutez, n'ayons pas peur, c'est même une première nationale, donc on va y aller. En tout cas, merci, et je voudrais remercier d'abord mes collaborateurs, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre. Moi, je les accompagne, c'est eux qui travaillent sur cette thématique qui me tient à cœur, vraiment. J'espère que vous l'avez bien compris, j'y crois personnellement et j'aimerais bien que certains de nos jeunes puissent en profiter. C'est un pari que nous avons lancé, de voir est-ce qu'effectivement ça pourrait répondre à une attente. Je vois que l'attente est là, et ça veut dire que c'est une opération qu'il va falloir renouveler sous une forme ou une autre, mais celle-là me semble pertinente parce qu'elle permet de toucher beaucoup de monde. Et je voudrais vraiment, encore une fois, en conclusion, dire que l'apprentissage, c'est vraiment une voie d'excellence. Alors je sais que l'excellence, des fois, ça fait peur. Ah, oh là là, c'est l'élitisme, même si je crois à l'élitisme républicain. Je voudrais vraiment faire la différence entre les deux. L'élitisme, c'est la sélection des meilleurs. Mais l'apprentissage, c'est permettre à chacun de devenir meilleur. Et on peut faire de l'apprentissage une voie d'excellence au CAP comme dans une école de commerce ou une école d'ingénieur. Donc, n'hésitez pas à aller vers vos chefs d'établissement, vers vos professeurs. N'hésitez pas à nous écrire. On va vous accompagner parce que ça, c'est une première étape pour vous mobiliser, vous donner envie, mais c'est à vous de poursuivre ce projet. Si vous y croyez, nous sommes derrière vous. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion qui ramasse bien tout ce qu'on a dit. Merci également à la régie qui me dit on en avait encore plein, mais promis, on y répondra. Et puis, monsieur le recteur s'est engagé, on en fera d'autres pour répondre à toutes ces questions. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt. Au revoir.